merci d'être là pour cette première séance du Centre d'Alembert qui porte sur de façon générale, le Centre d'Alembert fait cette année une série de séminaires qui portent sur le patrimoine commun et la marchandisation du savoir académique notamment. Lorsque nous avons choisi ce sujet, nous avons discuté du fait que disons, la connaissance commune était largement, disons, dans les communautés académiques, on s'intéressait à partager le savoir, on faisait des efforts pour partager le savoir et de façon contemporaine, on constate aussi, y compris dans le milieu académique, qu'il y a une marchandisation croissante avec notamment des brevets, avec la création de start-up qui proviennent du monde académique. Donc, une croissance de la marchandisation du savoir également. Et donc, cette double façon de procéder en sciences, à la fois en rendant commun, en partageant d'un côté, et à la fois par l'individualisation, la marchandisation, posait question et on voulait savoir comment pouvaient s'articuler ces deux pratiques dans nos communautés. Est-ce que la pratique du partage est plus efficace? Est-ce que c'est la pratique de la marchandisation du savoir qui va faire progresser le savoir? Ou est-ce que c'est ce système hybride qui est le plus efficace? Donc, toutes ces questions un peu générales, on voulait aussi savoir comment, à l'intérieur de chaque discipline, cela se passait. Comment on articulait la marchandisation et le partage du savoir dans les différentes disciplines. Et donc, pour cette première séance qui est avec, disons, la biologie, nous avons invité deux personnes que va vous présenter Annick Jacques. Alors, pour cette séance, donc aujourd'hui, la première séance est consacrée dans le domaine des sciences du vivant et effectivement, la question des ressources génétiques végétales nous a paru un lieu de tension entre ces questions d'appropriation privée marchand et puis les questions de la gestion commune de ressources qui peuvent être aussi considérées comme des patrimoines, des patrimoines de l'humanité, d'où la décision d'avoir cette séance sur ces questions-là. Alors, notre premier intervenant, c'est Frédéric Thomas, qui est un historien des sciences et qui s'intéresse aux questions, s'est intéressé aussi aux questions d'amélioration des plantes et à la question de la gestion des ressources génétiques végétales. Les problèmes de propriété intellectuelle, donc qui présentent des caractéristiques très spécifiques dans ces domaines, et les problèmes de gouvernance de la biodiversité. La deuxième intervention, je redirai peut-être un mot entre les deux interventions pour présenter Amandine Cornille. Alors, je remercie beaucoup d'avoir accepté parce qu'elle est en mission sur le terrain et donc pour elle c'était pas très pratique mais elle a quand même décidé d'accepter notre invitation et Amandine travaille sur le plateau du Moulon et elle travaille sur les questions de ressources génétiques en matière d'arbres fruitiers et de pommiers en particulier avec une expérience justement ici de vergers qui permettent d'établissement d'un verger de conservation en fait des vieilles espèces de pommiers, mais bon, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, elle en dira plus tout à l'heure. Voilà, en visio. Donc, je donne tout de suite la parole à Frédéric en le remerciant encore d'être venu de Montpellier. Il est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Voilà.
Merci Yannick, merci au Centre d'Alembert pour son invitation et puis merci aussi pour ce très beau programme de séminaire. Donc on a une demi-heure à rattraper, je crois. Oui. Donc merci pour ma présentation également Yannick, je n'ai rien à ajouter. Donc je vais tout de suite passer à la présentation du cas particulier que représentent les ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation, parce que je n'ai pas prétention à parler de toutes les ressources génétiques microbiennes, humaines, animales. J'en parlerai peut-être un petit peu en annexe, mais disons qu'on se concentre sur le segment végétal et plus particulièrement le segment agricole des ressources génétiques, où effectivement la question du libre accès, la question du partage et la question de l'appropriation sont en débat permanent. Mais vous avez bien fait de commencer par ce secteur parce que je crois que c'est un secteur précisément où la question de la balance entre l'accès libre, cette espèce de commensalité dont je parlerai tout à l'heure entre les scientifiques pour partager les ressources génétiques à l'échelle mondiale, et la question de l'appropriation des innovations qui sont issues de ces ressources est discutée depuis très très longtemps, enfin très longtemps, ça dépend à quelle échelle du temps on se base, mais en tout cas à l'échelle de l'histoire contemporaine, depuis je dirais la deuxième moitié du 19e siècle, ces débats commencent à apparaître. Alors, dans mon titre, la crise du libre accès aux ressources génétiques végétales et l'approche par la théorie des commons, vous comprenez qu'il y a finalement trois sujets qui sortent. C'est que les ressources génétiques ont souvent fait et longtemps fait l'objet d'un régime que je qualifie de libre accès. Dans ce titre, il y a aussi l'idée que ce libre accès est rentré en crise, et donc on verra pourquoi. Et on verra aussi dans cette deuxième partie quelles sont les solutions qui ont été avancées par un certain nombre de conventions internationales, je pense particulièrement au protocole de Nagoya, dont tout le monde a à peu près entendu parler aujourd'hui, comment ce sont des grandes conventions internationales qui essayent de sortir de la crise du libre accès. Et puis, on verra en quoi ce n'est pas très satisfaisant finalement et comment la théorie des commons, particulièrement celle d'Elinor Ostrom, peut être aujourd'hui mobilisée pour à la fois sortir de la crise du libre accès et sortir aussi des échecs des solutions qui ont été avancées jusqu'à présent à la crise du libre accès. Alors attendez, 2 secondes. Si on déroule ces 3 étapes, on a je pense, d'un point de vue historique et technique, une globalité du problème. Et le problème auquel je m'expose, moi, personnellement, toujours dans ce type d'exposé, c'est que pour dérouler tout ce programme, il me faut à peu près 1 heure et demie. Donc, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut rentrer à la fois dans la technicité du droit pour rendre les choses vraiment vivantes et palpables. Il faut restituer aussi un petit peu les théories mobilisées et aussi exemplifier avec pas mal de choses. Il faut aussi présenter les acteurs. Et les acteurs sont très divers. Il n'y a pas que les scientifiques qui sortent des ressources génétiques, il y a aussi les paysans, comme vous le savez. Il y a donc des enjeux politiques, il y a donc des tensions, de la sociologie à mobiliser pour appréhender ces jeux multi-acteurs. Donc tout ça est très très long si on veut dérouler tous ces temps. Alors le parti pris que j'ai pris, c'est, avant qu'on prenne une demi-heure de retard, c'était déjà d'aller très vite sur la première partie. Ce sera peut-être un peu frustrant, je vais vous faire défiler des diapositives sur lesquelles je ne vais pas beaucoup insister, pour vraiment avoir le plus de temps possible à consacrer avec vous à la question des commons. Donc sans plus attarder et à un rythme de cavalier barbare, je vais aborder cette première partie, dans laquelle la question principale, la discussion que je voudrais vous faire comprendre, c'est comment la diversité génétique dans les champs des agriculteurs, principalement puisque je parle des ressources génétiques agricoles, est devenue une ressource d'abord, et comment c'est devenu une ressource en libre accès. J'espère que ce petit truc marche. Alors, petite interrogation, le mot ressource génétique, il a sa propre histoire, on en parlait tout à l'heure en discutant, je dirais que comme toutes les ressources, il apparaît avec les technologies qui les mettent en valeur. C'est pareil pour toutes les ressources, le charbon attend la machine à vapeur, l'uranium les centrales, etc. Bon, c'est la même chose pour les ressources génétiques et on peut dire que la diversité génétique dans le champ des agriculteurs se transforme peu à peu en ressources génétiques quand le secteur de la génétique et de l'amélioration des plantes se professionnalise. Alors, si on regarde la profession, alors bien entendu, la sélection, ça remonte à la domestication des plantes.
Mais si on regarde la professionnalisation, elle commence à la fin du XVIIIe siècle avec un certain nombre d'agronomes et de physiocrates qui regardent la plante comme une ressource, qui commencent à vouloir améliorer. Mais la professionnalisation, c'est plutôt la fin du XIXe siècle. Et je vous montre sur cette diapositive plusieurs acteurs de cette professionnalisation de l'activité de génétique et d'amélioration des plantes. En haut à gauche, vous avez une photographie de la maison Villemorin-Andrieux, qui constitue dans les années 1860, 1870, 1875 les premières grandes collections des variétés de plantes de grande culture, blé, betterave, etc. Et on peut dire que ces gens-là, donc les obtenteurs privés, les améliorateurs privés, ces grandes maisons qui apparaissent au XVIIIe siècle, Causse, Tézier, Villemorin-Andrieux, c'est eux qui vont récupérer dans différents types de pays, en France et en Europe, les variétés de pays les plus notables et qui les ramènent dans leur collection pour en faire des ressources génétiques. J'ai mis aussi le portrait de troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, parce que lui-même était un grand collectionneur de variétés. Il importait tout un tas, enfin, il faisait venir tout un tas de variétés de riz de Chine et d'Asie, et il était membre de ce qu'on appelait aux États-Unis les Seed Society, dont le rôle principal était d'importer tout un tas de variétés étrangères, et ces Seed Society se donnaient pour rôle de finalement capter tout un tas de variétés des espèces cultivées en Europe, l'ancien monde, parce que dans le nouveau monde, il y avait beaucoup de choses à importer. Donc l'histoire américaine de ce point de vue est très différente, parce que Thomas Jefferson, une fois président, il va subventionner ces Seed Society, et donc l'État fédéral va rapidement jouer un rôle, et contrairement à ce qu'on passe généralement, eh bien, dans cette Amérique du XIXe siècle, qui est l'acteur important de la collecte des ressources génétiques venues du monde entier, c'est l'État fédéral, beaucoup plus que le privé. Donc on a un petit peu une inversion par rapport à l'histoire française et européenne. J'ai également mis ici une photo en bas de la station d'essai de Nogent, sur Marne, qui regroupait toutes les variétés qui pouvaient être expérimentées dans les stations agronomiques françaises dans les colonies. Ce n'est pas que le cas de la France, évidemment. Le rôle des stations agronomiques coloniales, de toutes les grandes puissances coloniales de l'époque, joue un rôle capital dans la collecte de ces variétés de pays. Et puis j'ai enfin mis, pour traverser la première moitié du XXe siècle, à nouveau très rapidement, une photo de Nicolas Vavilov, pour rappeler que les États-Unis ne sont pas en reste non plus dans ce travail de collecte de l'immense diversité génétique des plantes cultivées à travers le monde, puisque Vavilov a voyagé sur tous les pourtours de l'Empire soviétique pour ramener tout un tas de ressources génétiques de plantes cultivées en Iran, au Moyen-Orient, au Maghreb, il est venu en France, il est même allé aux États-Unis. Et c'est tout à fait notable que, et c'est un début de réponse à vos questions, de constater que même en Union soviétique, Nicolas Vavilov est un farouche partisan du multilatéralisme, de l'échange en matière de ressources génétiques. Alors, ayant dit cela, il faut bien que vous compreniez que ce qui est collecté, ce n'est pas comme dans les grands jardins botaniques du XVIIIe siècle, Kew Garden pour ne prendre qu'un exemple, le Musée national d'histoire naturelle à Paris, où on collectait des espèces. Là, l'unité de ces nouvelles collections, l'unité d'accession dans les collections, c'est la variété. Et j'ai prononcé un mot, variété de pays, c'est-à-dire des variétés à l'origine sélectionnées par des communautés rurales qui, en adaptant la diversité génétique à leur spécificité agronomique, à leurs choix personnels, esthétiques, etc., ont construit ces variétés de pays. Alors, ayant dit cela, vous allez sans doute vous poser la question, mais est-ce qu'on identifie ces variétés déjà comme des ressources génétiques ? Puisque on peut collecter tout un tas de variétés de pays, ce n'est pas forcément perçu comme des ressources génétiques. Alors, pour répondre à ces questions, il faudrait aller en détail dans l'introduction de la génétique mendélienne en France, ce qui serait un peu long. Et donc, pour aller plus vite, je vous cite juste cette citation de Serebrovsky, un généticien russe, qui dit clairement, je vous laisse à lire, que finalement, toutes ces variétés qui traînent dans différents lieux du monde constituent effectivement de nombreux gènes, le mot est prononcé, et que c'est bien une ressource. Donc on voit bien ici que dès cette époque, comme je vous le disais, ces ressources sont bien perçues comme des ressources génétiques, et c'est ce qu'on collecte. Alors on en vient à la sociabilité, très rapidement, de ces collections qui ont été constituées à travers le monde avec ce différents types d'acteurs, privés, publics, soviétiques, du monde capitaliste, donc une très grande diversité.
Et ce que l'on voit le plus souvent, c'est que il y a de l'échange. Il y a de l'échange entre les stations agronomiques coloniales d'une métropole, bien entendu, mais entre les colonies, ça échange beaucoup. Les Russes, je l'ai dit, Vavilov milite pour un multilatéralisme parce qu'il faut échanger ses ressources. Donc, c'est ce que je vous disais, l'idée, c'est que l'amélioration des plantes, ça consiste avant tout à croiser différentes variétés pour obtenir des combinaisons nouvelles, ce que ici Émile Schribaud définit comme l'hybridation. Ce n'est pas l'hybridation telle qu'on l'entend dans les hybrides F1 aujourd'hui, je passe rapidement là-dessus. Ça consiste à croiser des variétés et à essayer d'obtenir le meilleur résultat et à observer les descendants de ces croisements pour sélectionner de nouvelles variétés. Voilà en quoi consiste l'amélioration des plantes mendéliennes. Elle se professionnalise peu à peu. Mais ce que dit Schribaud en 1926, c'est que c'est toujours une activité de loterie et que la meilleure solution pour obtenir la meilleure combinaison d'allèles pour obtenir une nouvelle variété efficace, c'est d'acheter beaucoup de billets. Donc quand il dit ça, vous comprenez bien que les billets, c'est les ressources, et que la possession de la ressource en soi n'est pas ce qu'il y a de stratégique. Ce qui est important, c'est de pouvoir les combiner. Donc on saisit bien, par la nature de l'activité de l'amélioration des plantes pendant toute cette première moitié du XXe siècle, que le régime du libre accès est la meilleure solution pour tous les professionnels. Alors doit-on pour autant parler de régime ? Je ne suis pas sûr parce qu'il n'y a pas d'institutionnalisation formelle. C'est finalement la sociabilité scientifique, comme je vous le disais, cette commensalité autour des ressources génétiques entre scientifiques de tout pays. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il y a aussi de la concurrence, bien entendu, mais il y a quand même ça qui domine, n'est instituée dans aucun texte. C'est vraiment de l'initiative personnelle, c'est vraiment une sociabilité non institutionnalisée. L'institutionnalisation va venir après-guerre. Il y a deux phénomènes importants. C'est que, bien entendu, après-guerre, les ressources génétiques vont devenir des ressources stratégiques dans le cadre de la guerre froide. Ça, c'est un élément important. Mais en même temps, il y a une autre force qui pousse dans l'autre sens, c'est le multilatéralisme onusien qui devient puissant à cette époque, avec des acteurs comme la FAO, qui favorise la circulation générale de ces ressources et de ces collections. Et puis, la Fondation Rockefeller, acteur privé essentiel, acteur de la Révolution verte, qui va, ici vous voyez Norman Borlaug, un des pères de la Révolution verte au Mexique et en Inde, qui vont considérablement favoriser la circulation des ressources génétiques, particulièrement en faveur des pays du Sud, pour améliorer les variétés du Sud, dans la logique de guerre froide du reste, puisque pour Borlaug et McNamara, qui va aussi jouer un rôle très important dans la mise en place de la Révolution verte est aussi une arme politique de lutte contre la faim pour éviter le basculement dans les régimes communistes d'un certain nombre de pays du Sud. Donc ça rejoint, ça explique tout ce mouvement en faveur de l'institutionnalisation progressive d'un libre accès. Eucarpia est une association de généticiens à l'échelle européenne, je le signale, pour dire que le monde scientifique pousse aussi dans le même sens. Il y a tout un tas d'organisations et d'associations de généticiens à travers le monde qui s'organisent collectivement pour aller dans le même sens de la circulation des ressources génétiques. Alors, ceci aboutit depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, à la constitution de grands centres internationaux de recherche agronomique qui vont être des grands centres de collecte de la diversité génétique, principalement par espèces ou groupe d'espèces. Au CIMMYT au Mexique, vous avez les grandes collections internationales du blé et du maïs, constituées dès 1963, que je ne me trompe pas de date, par la Fondation Rockefeller. L'IRI aux Philippines est le grand centre, le premier à être constitué en CIRA en 1960, est la collection mondiale des ressources génétiques de riz, etc. etc. Je ne vais pas passer en détail cette histoire qui est relativement bien connue. Ce qui est intéressant, c'est de se demander qui possède les ressources génétiques dans ces grandes collections internationales. Et donc c'est là que l'institutionnalisation va vraiment arriver, puisqu'on va avoir l'opposition finalement de deux philosophies. La FAO, donc la Food Agriculture Organization de l'ONU, défend le principe de multilatéralisme, c'est-à-dire que ces collections devraient être comme des choses de l'ONU, un pays, une voix, alors que les États-Unis défendent plutôt l'idée que qui doit être le détenteur de ces collections ? Eh bien, c'est tout simplement les bailleurs qui financent ces ressources.
Évidemment, comme les États-Unis sont le principal financeur de ces grands centres internationaux, c'est leur jeu. Et il substitue à l'idée du multilatéralisme onusien l'idée que les bailleurs possèdent ces variétés en trusteeship, en fidéicommis, si vous voulez en bon français, c'est-à-dire la propriété en fidéicommis. Le fidéicommis possède, entre guillemets, la variété à l'avantage des véritables détenteurs de la ressource génétique, qui est l'humanité, finalement. Alors, ces discussions, elles apparaissent dans les années 60-70, et elles débouchent sur la création du CIGIAR, donc du groupe consultatif de recherche internationale agricole. Et ce CIGIAR est créé en 1971 officiellement sous la poussée diplomatique des États-Unis pour imposer cette philosophie contre la philosophie de la FAO. Alors évidemment, ça commence parce qu'il y a des questionnements sur l'institutionnalisation, ça commence à ferrailler sérieusement. Et la position des États-Unis est assez inquiétante parce qu'elle considère que toutes les ressources génétiques qui viennent de ces centres internationaux dans les collections américaines deviennent la possession des États-Unis. Et donc il y a pas mal de pays du Sud, des pays en développement, dans le cadre du non-alignement des années 70, qui commencent à monter diplomatiquement contre ce principe de trusteeship en disant que ça conduit à une spécialisation de leurs ressources qui étaient originairement à eux. Ces débats, je ne vais pas les détailler, ils vont mettre un petit peu le feu aux poudres dans les années 80 dans les différents congrès de la FAO, et ça permet à la FAO de reprendre un petit peu la main sur ce débat, et progressivement, entre 81 et 83, on aboutit à un engagement international de la FAO, où la FAO considère que les ressources génétiques mondiales sont un patrimoine commun de l'humanité. Donc c'est un petit peu une réponse à cette question des CIGIAR et du trusteeship. C'est donner la garantie aux pays du Sud qu'ils auront un accès permanent à leurs ressources génétiques, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Bon, il y avait quelque chose de naïf, et on va vite comprendre que ce statut ne va avoir aucune réalité juridique, tout simplement parce qu'il ne respecte pas la souveraineté nationale des pays sur leurs ressources génétiques. J'arrive à la fin de ma première partie. Que deviennent les droits des agriculteurs sur les variétés de pays qui ont été rassemblées dans ces collections? La réponse est très simple, ils n'en ont aucun. Ils n'en ont aucun parce que finalement, dans tout ce mouvement qui va du 19e siècle jusqu'en 1983, dans ce mouvement qui fait qu'on prend des variétés de pays dans les champs des agriculteurs pour les rassembler dans des collections, tout se passe comme si ce mouvement retirait tous les droits des communautés locales sur les variétés locales. Et quand je dis sur les variétés locales, quand bien même elles sont reconnues, les sélectionneurs de ces variétés. Donc, c'est une question qui va apparaître petit à petit comme une injustice internationale et qui va revenir très fortement dans les débats dans les années 90. Quid des droits des agriculteurs sur les variétés qu'ils cultivent dans leurs champs, qui ne sont pas forcément des variétés de pays, qui peuvent être les variétés de la Révolution verte, des variétés améliorées? La réponse est la même, ils n'en ont pas. Par contre, pendant toutes ces années, on ne leur conteste pas le droit d'utiliser une partie de leur récolte comme ils le veulent pour notamment produire des semences pour la récolte suivante. C'est un sujet qui va apparaître un peu plus tard, quelques décennies plus tard, et qui sera aussi un sujet très contesté. Donc voilà pour ce tableau de ma première partie, encore une fois un petit peu rapide, mais qui nous permet d'aller un peu plus dans les détails sur les questions posées par votre séminaire. Alors, très rapidement, ce régime de libre accès rentre en crise, principalement à cause, je vais dire, du développement de la propriété intellectuelle. Mais ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que la propriété intellectuelle sur les innovations issues de la mise en valeur des ressources génétiques va se développer très très lentement, de façon très circonspecte pendant toute la fin du 19e siècle et surtout toute la première moitié du 20e siècle, parce qu'il était hors de question qu'en donnant des droits de propriété intellectuelle forts sur les innovations variétales aux généticiens sélectionneurs, ça empêche la circulation de ces ressources génétiques qui s'étaient mises en place. Et donc, là aussi, c'est difficile de reprendre toute l'histoire, parce que l'histoire de la propriété intellectuelle est par définition une histoire nationale. Il n'y a pas de droits de propriété intellectuelle universaux. Alors bien sûr, il y a des accords internationaux sur les droits de propriété intellectuelle, mais les droits de propriété intellectuelle ont avant tout un domaine d'application qui est national, et donc par définition, il est national, ce droit. Donc l'histoire est différente dans les différents pays.
les États-Unis ont développé dès 1930 un Plant Act, pardonnez-moi, qui a commencé à reconnaître la mise en place de brevets sur des plantes à reproduction clonale, et encore pas toutes, la pomme de terre était exclue. Et puis en Europe, c'est principalement dans les années 60, avec un droit de propriété intellectuelle dont je vais parler plus en détail, l'UPOV, l'Union pour la protection d'obtention végétale, que va se développer la propriété intellectuelle sur les innovations découlant des ressources génétiques. Donc le mot qu'il faut retenir, c'est sui generis. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des droits de propriété, on n'accorde pas des brevets sur les innovations végétales, tout simplement parce que le brevet est un droit de propriété trop bloquant, qui bloquerait la circulation des ressources génétiques. On met en place des droits sui generis, c'est-à-dire adaptés à cette activité de l'amélioration des plantes. Alors le premier de ces droits, et le plus important, comme je vous le disais, c'est l'UPOV, l'Union pour la protection des obtentions végétales, qui est une convention qui est signée en 1961, principalement au départ entre les pays européens, parce qu'il y a beaucoup d'obtenteurs, et que les États-Unis choisissaient plutôt un brevet particulier, sui generis, qui n'était pas du droit commun des brevets non plus. Et l'UPOV met en place un nouveau titre de propriété intellectuelle qu'on appelle le COV, c'est-à-dire le certificat d'obtention variétale. Alors, pour que ces jolies variétés améliorées, magnifiques esthétiquement et sans doute gustativement, pas toujours, soient protégées par un COV, il faut qu'elles remplissent 3 critères, qu'elles soient distinctes, homogènes et stables. Qu'est-ce que ça veut dire? Distinction, ça veut dire que votre variété doit se distinguer de toutes les autres variétés de l'espèce connue, ce qui entraîne, je n'en parlerai pas, la création de catalogues officiels des variétés pour pouvoir marquer la distinction. Il faut qu'elle soit homogène, ça veut dire que tous les individus qui composent la variété se ressemblent à peu près, autrement ce n'est pas une variété, s'il y a trop de variabilité à l'intérieur de la population. Et puis enfin, il faut qu'elle soit stable, c'est-à-dire que chaque individu qui se ressemble à peu près se reproduise à l'identique d'une génération à une autre pour pas qu'il y ait une dissociation mendélienne qui se mette en place sur les générations suivantes. Alors bien entendu, on a des centres de recherche, entre guillemets, pour faire ces tests de DHS avant d'attribuer un COV. L'UPOV est également un droit sui generis grâce à cet article 5, qui est très très important, qui définit quels sont les droits de celui qui a un certificat d'obtention variétale dans son alinéa 1 et 2, et qui définit dans son alinéa 3 quand est-ce que l'autorisation du détenteur du COV n'est pas nécessaire. Et vous voyez, elle n'est pas nécessaire quand on emploie la variété, protégée par COV, comme source de variation pour la création d'autres variétés. Alors en droit, dans le jargon du droit UPOV, on dit que ce principe est un principe d'exception de recherche et de sélection. Et vous comprenez que c'est très malin, parce que ça distingue des usages de la variété améliorée. Et vous comprenez que la variété DHS, du coup, pour les usages qui sont décrits au début, est une variété privée. Par contre, que pour les usages de ces ressources génétiques contenues dans la variété, eh bien, elle reste en libre accès, ce qui veut dire que les ressources contenues dans la variété sont finalement en libre accès du domaine public, pour reprendre le mot domaine public du droit de la propriété intellectuelle nationale. Donc voilà une belle articulation qui vous montre comment, à force de réfléchir à comment protéger les droits de propriété intellectuelle des innovateurs de nouvelles variétés, en clair des généticiens et des sélectionneurs, il faut leur donner des droits de propriété intellectuelle, mais pour ne pas bloquer la ressource génétique contenue dans ces innovations, eh bien, il y a ces dispositions qui font que la ressource génétique demeure en libre accès dans le domaine public. Quid des droits des agriculteurs? Eh bien, je dirais, comme pour les négociations internationales, le droit des agriculteurs sur les variétés de pays, ça n'a pas changé, c'est pas reconnu. Mais par contre, dans l'UPOV, en tout cas dans sa version 1961, le droit des agriculteurs d'utiliser leurs récoltes pour produire des semences de l'année suivante, il n'est même pas mentionné parce que ça va de soi. Ça va de soi qu'au moment de l'achat des semences dans un magasin, le droit de propriété intellectuelle de l'obtenteur s'épuise et que l'agriculteur fait ce qu'il veut après avec sa récolte. C'est ce qui va changer quelques années plus tard, notamment en 1991 avec la nouvelle version de l'UPOV, mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans ces détails. Alors ici, on arrive à un point très, très important selon moi. C'est la synthèse la meilleure que j'ai réussi à faire pour condenser toutes ces idées sur une seule diapositive. C'est de dire que finalement, si on prend nos variétés de pays, variétés paysannes de départ, ici j'ai pris une photo d'une variété de riz que je connais bien,
le Nep Kaiwavang, qui est une variété du delta du fleuve Rouge, eh bien, incontestablement, cette variété locale, alors je dis locale ou variété de pays, variété paysanne, on pourra discuter des différentes appellations. Cette variété, elle a été sélectionnée par différentes générations de Vietnamiens dans le delta du fleuve Rouge. Ce qui est intéressant, c'est que l'endroit où elle est cultivée aujourd'hui n'est pas l'endroit où elle était cultivée il y a 20 ans, parce que ça bouge beaucoup. Donc, il est difficile aujourd'hui de dire cette variété appartient à la telle commune du delta du fleuve Rouge, parce que ce n'est pas du tout son histoire. Et il serait ridicule aussi de vouloir aller chercher l'origine de la variété, parce que comme vous le savez, le vivant c'est quelque chose de fluide qui n'arrête pas de bouger, et la recherche de l'origine est assez vaine. Bon, par contre, incontestablement, cette variété constitue toujours un bien collectif, même si on ne peut pas en attribuer une propriété à une quelconque communauté. J'aime beaucoup l'idée qu'on peut définir ces variétés de pays comme des patrimoines locaux, parce que qui dit patrimoine veut dire que dans la production de ces variétés est associée deux choses essentielles de la notion patrimoniale, à la fois la transmission aux générations futures et la conservation de la variété. Donc je pense que dire les variétés locales sont des patrimoines locaux, d'un point de vue à la fois scientifique et juridique, ça a beaucoup de sens. Dire que ce sont des commons, vous voyez que je mets un point d'interrogation, parce qu'on va le discuter dans la dernière partie, c'est pas si évident que ça. Alors ces variétés, et c'est ça qui est très important, c'est bien sûr aussi des ressources génétiques. Et dès lors que j'inclus cette variété dans de multiples croisements, éventuellement avec des variétés modernes de stérilité cystoplasmique, un OGM, etc., je peux obtenir une variété traditionnelle OGM. Excusez-moi de la provocation, mais c'est possible. Génétiquement, c'est possible. Si cette variété est sensible à quelques maladies et puis à la pyrale du maïs dont je parlerai tout à l'heure, on peut imaginer ce genre de bidouillage génétique. Alors évidemment, quand on croise ce type de variété, on peut en tirer une variété améliorée. Et au Vietnam, ça se fait beaucoup, des variétés améliorées tirées de variétés traditionnelles. Et si on pousse très loin le programme de sélection pour que la variété devienne distincte, stable et homogène, eh bien, on peut déposer un certificat d'obtention végétale. Donc vous comprenez que là, j'ai une deuxième sphère qui apparaît, la sphère des biens privés. Et la question qui se pose, c'est comment on gère éventuellement la concurrence entre les droits des agriculteurs et les droits du propriétaire que je fais apparaître symboliquement sur cette intersection. Et bien évidemment, mon article 5 du droit UPOV solutionne le problème. Puisque la propriété privée ne porte que sur des actes de commercialisation, de reproduction commerciale, etc., mais que les autres usages de la variété, notamment, je vous l'ai dit, les droits des agriculteurs de produire des semences, cette intersection ne pose pas de problème. On a deux types d'usages qui se juxtaposent, mais ils ne sont pas en concurrence. Donc on a un système malin. Par contre, et c'est peut-être le plus important, c'est que l'UPOV, en définissant ce qui est appropriable de ce qui ne l'est pas, définit aussi une nouvelle sphère, c'est-à-dire ce qui ne doit pas être approprié, ce qui doit rester en libre accès, c'est-à-dire ce que j'appelle ici la sphère du domaine public, et je rajoute une parenthèse, au niveau des souverainetés nationales, parce que ce n'est vrai qu'à l'échelle nationale et pas dans les échanges internationaux. Donc ce qui me paraît très important de signaler, c'est que finalement, cette sphère du bien public, elle vient limiter la sphère des biens privés, en gardant les ressources génétiques en libre accès, mais elle a un effet fort, c'est que c'est elle, finalement, qui institutionnalise ce rétrécissement des droits des communautés locales sur les variétés locales et qui confirme le mouvement dont je parlais à la fin de ma première partie, c'est-à-dire que dès lors que les variétés traditionnelles sont, pour les professionnels et pour les États, des ressources génétiques, eh bien, c'est dénier tout droit, tout type de droit aux communautés locales sur ce type de variété. Donc c'est pour ça que je fais revenir mon engagement international de la FAO de 1983, qui instituait le patrimoine commun de l'humanité, parce que mon idée, c'est de dire que même si ce ne sont pas les mêmes types de droits, la juxtaposition des deux, d'un côté le domaine public, ressources génétiques considérées comme du domaine public, dans les droits de propriété intellectuelle à l'échelle nationale, et de l'autre côté, à l'échelle internationale, cette notion de patrimoine commun de l'humanité contribue à l'effacement des droits des communautés, des droits des agriculteurs sur ce type de ressources. Voilà. Mais, ah oui, excusez-moi, mais si on en reste là, vous comprenez quand même que
ces premiers pas du développement de la propriété intellectuelle ont quand même réussi à maintenir une bonne balance dans ce qui vous préoccupe, à savoir la libre circulation et la propriété intellectuelle. Ça change avec le développement des brevets sur les innovations végétales. Alors, j'ai mis ici un des premiers brevets aux États-Unis pour vous rappeler que le brevet, c'est avant tout un brevet c'est un droit qui a été construit pour les innovations industrielles. Il n'était pas du tout conçu ni pour le secteur agricole, ça a été étendu au secteur agricole en, je n'ai plus la date en tête, 1908, une nouvelle convention de Paris sur les droits de propriété intellectuelle. Et ça a permis aux États-Unis de développer le Plant Act dont je vous parlais tout à l'heure, en 1930, sur les espèces à reproduction clonale, et donc qui était aussi un droit sui generis, très proche de l'UPOV finalement, si on regarde son fonctionnement, et donc on n'était pas dans le droit commun des brevets. Il faut absolument bien distinguer les choses, parce que les juristes, généralement, ont tendance à embrouiller le public. Enfin, quand je dis les juristes, les cabinets d'avocats défendant les brevets sur les plantes ont tendance à embrouiller l'esprit du public en disant « mais des brevets, il y en a de plus longtemps ». Oui, mais quel type de brevet? Donc, dans le droit commun des brevets, les plantes n'étaient pas protégées jusqu'à une date récente. Et on peut dire que pourquoi ce n'était pas protégé? Eh bien parce que, pour tout un tas de raisons éthiques sur lesquelles je ne vais pas venir, mais avant tout parce que ça bloquait la ressource. Le brevet, dans le droit commun des brevets, est un système de propriété intellectuelle très exclusif qui n'a pas du tout d'aménagement comme le droit UPOV, de principe d'exception de recherche, de principe d'exception de semences de l'agriculteur, et qui bloque véritablement la ressource. Alors, disant cela, je dis aussi des grosses bêtises. Il faut rentrer dans la technicité du droit. Et la solution la plus facile que j'ai trouvée pour aller vite, c'est de vous parler de ce brevet, le brevet de Monsanto Mon 810. Alors pourquoi celui-ci? Parce que c'est le seul maïs OGM autorisé à la commercialisation en Europe. Et puis parce que c'est assez pédagogique, vous allez voir. Le brevet a été déposé, la date de priorité en 2001. C'est un dossier de 12 pages et comme tout brevet, j'imagine que vous êtes un petit peu près habitué à ce que c'est un brevet. Ça consiste avant tout à décrire ce qu'est cette invention. Et le grand but de la description, c'est de montrer que c'est surtout pas une découverte. Parce qu'une découverte, c'est quelque chose qui existe dans la nature et donc c'est pas brevetable. Une invention, au contraire, c'est quelque chose, un procédé technologique, donc ça peut être breveté. Donc tout l'art de rédiger un brevet, c'est de montrer que votre production scientifique n'est surtout pas une découverte, mais une invention. Alors, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Finalement, c'est un art oratoire, ou un art rédactionnel. Ce qu'il y a d'intéressant, dans le cas de ce Mon 810, c'est que ce n'est pas un brevet sur une variété, le Mon 810. Non, le brevet porte sur ce que je vous représente ici, ce qu'on appelle un événement en génétique, c'est-à-dire une juxtaposition de séquences d'ADN qui va transformer l'organisme. Et ici, vous voyez au milieu en jaune le CRY1AB, mieux connu sous le nom de gène BT. Pourquoi? Parce que c'est une séquence d'ADN qui vient du Bacillus thuringiensis, qui est une petite bactérie. Et ce gène-là produit une toxine, une protéine, qui tue la larve d'un des principaux prédateurs du maïs, le papillon, la pyrale. Mais pour que ça fonctionne, pour que ce gène s'exprime dans les maïs, donc un gène d'une bactérie, il lui faut tout un tas de transcripteurs, donc je ne vais pas détailler, d'amplificateurs, de stabilisateurs de la protéine. Certains viennent d'une maladie, la mosaïque du chou, d'autres viennent encore du Bacillus thuringiensis. Et donc, en quoi consiste le brevet? À décrire que ce type d'événement génétique ne se trouve pas naturellement, que c'est bien human-made, que c'est donc une invention et que ça mérite donc d'être breveté. Alors, si on réfléchit sur cette question, oui, effectivement, le droit, la distinction entre découverte et invention est bien respectée. Le gène BT, le CRY1AB, n'est pas la propriété de Monsanto. Ce qui est la propriété de Monsanto, c'est tout cet événement, cassette, trait, appelez-le comme vous voulez. Le problème, c'est qu'à peu près dans tous les droits nationaux des brevets aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, au Japon, dans la plupart des pays, dans tous les pays européens et aujourd'hui quasiment partout dans le monde, une fois que vous avez un brevet sur ce type d'événement, le droit conféré par le brevet s'étend à toutes les plantes qui expriment cette transformation génétique. Donc du coup, Monsanto est capable de revendiquer la propriété de tous les maïs qui deviennent résistants à la pyrale. Et c'est ce que Monsanto fait. Tout maïs résistant à la pyrale, ils en revendiquent la propriété, même si ça ne vient pas
de ce gène BT parce qu'ils réussissent avec une armada d'avocats à montrer que ça ne peut pas exister autrement. Ça pose là aussi un certain nombre de problèmes. Alors, ce qui est important, c'est de dire oui, effectivement, ce gène reste en théorie disponible, mais une fois qu'il est dans cette cassette et que ça s'étend à l'ensemble du maïs, ça fait quand même une belle propriété pour Monsanto, et vous voyez, et en plus ça peut s'appliquer éventuellement à d'autres espèces. Donc vous voyez la puissance économique de ce type de brevet. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de brevets qui portent vraiment sur des gènes. Et pourquoi? Parce que petit à petit, dans l'évolution du droit, et ça on le retrouve aussi dans tout type de droit, la notion de gènes isolés de leur milieu naturel constitue un élément qui peut être breveté. Donc aujourd'hui, vous avez tout un tas d'exemples en génétique animale, en génétique humaine, etc., où des gènes dits natifs, c'est-à-dire dont on trouve l'occurrence dans les organismes naturels, entre guillemets, sont quand même brevetés. Et donc, ça m'amène à également cette petite synthèse. Si on compare les deux types de droits de propriété actuels et qu'on se pose la question quelle est la chose possédée, bon, pour l'UPOV, vous avez compris, c'est très simple, c'est la plante entière décrite par ses principaux caractères phénotypiques et les tests DHS dont je parlais, mais la ressource génétique reste en libre accès. Inversement, pour le brevet, les choses brevetées peuvent être extrêmement diverses, ça peut être les procédés, ça peut être les produits, les événements dont j'ai parlé, mais ça peut être aussi les plantes exprimant tout l'événement, et ça peut être enfin des gènes isolés. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'exception de recherche dans ce type de brevet n'existe quasiment pas, et qu'une licence est nécessaire quasiment à chaque fois que vous voulez utiliser ce type de variété protégée. Bon. La question qui se pose de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, les plantes qui sont mises sur le marché sont à la fois protégées par un COV et quand elles contiennent un brevet, elles sont protégées par brevet. Ce que les militants anti-propriété intellectuelle sur tout ça appellent la double protection, qui effectivement est un problème puisque là, on ne sait plus quel régime d'accès aux ressources génétiques de ces plantes est applicable. Est-ce que c'est le régime d'accès de l'UPOV et l'article 5 de 61 que je vous montrais, ou est-ce que c'est le brevet, le régime d'accès au brevet qui est très limité? Alors en Europe, pour défendre, vous savez que l'Europe est quand même un centre de la recherche en génétique et amélioration des plantes, et il y a plein de petites maisons, entre guillemets, qui fonctionnent pas spécialement sur l'économie du brevet, mais plus sur l'économie du COV. Donc les gouvernements européens se sont entendus pour dire que c'est le régime de libre accès qui s'impose même quand une plante est brevetée. Donc ça, c'est vrai pour l'Europe, on a réussi à arracher cela aux promoteurs des brevets, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas dans la plupart des pays du Sud qui appliquent ceci. Alors, j'en reviens à mon schéma de tout à l'heure, vous vous rappelez qu'on était resté au moment dramatique où la sphère des droits collectifs sur les variétés locales était en quelque sorte engloutie par celle du domaine public. Ce qui change avec l'arrivée du brevet, c'est que vous voyez maintenant qu'il y a plein d'unités de ressources du domaine public qui sont captées par la sphère des biens privés. Alors, s'il y avait des biotechnologues ou, je ne sais pas, des généticiens ou théoriciens de la théorie synthétique de l'évolution, vous me diriez sans doute, oui, mais enfin bon, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la diversité et c'est pas grand-chose. Et je vous dirais oui, si la propriété intellectuelle se limitait strictement aux séquences d'ADN brevetées. Mais comme je vous l'ai dit, comme ça s'étend aux plantes entières qui expriment ces brevets brevetés, ça commence à faire une quantité notable de la diversité génétique, d'autant plus que je ne parle pas de la diversité génétique en son entier, je parle d'une diversité génétique qui est très travaillée, celle des plantes cultivées, et que je parle aussi des poules améliorées qui sont aujourd'hui grévées par énormément de buissons, au point que les professionnels parlent sur le maïs, sur le blé, de véritables buissons de brevets. Donc quand on dit effectivement qu'il y a beaucoup d'appropriation des ressources génétiques vers la sphère des biens privés, ce n'est pas qu'un fantasme tout à fait. Et donc, par contre, ce qui peut être exagéré, c'est la proportion de ma diminution du domaine public, mais c'est pour vous faire comprendre les choses. Alors, bien entendu, ce domaine public, il est périodiquement réalimenté par le fait que le brevet est un droit de propriété temporaire qui ne dure que 20 ans et qui fait que les ressources génétiques peuvent repartir dans le domaine public. Mais quand même, je dirais que voilà le grand mouvement des équilibres. Et dernière chose,
Le droit des agriculteurs, dans tout ça, en a pris beaucoup dans la figure. Pourquoi? Je ne peux pas vous détailler très rapidement toutes les subtilités du droit, mais tout simplement parce qu'avec le développement du droit des brevets, le COV s'est renforcé contre les droits des agriculteurs d'utiliser leurs semences. Et donc les droits des agriculteurs sont réduits à peau de chagrin aujourd'hui. On pourra rentrer un peu plus dans les détails dans la discussion. Et c'est vrai tant pour le COV que pour les brevets. Et je mets ici la figure de Percy Schmeiser, un agriculteur bio de canola, enfin de colza au Canada, qui a eu un procès très très long contre Monsanto. On pourra aussi en reparler aussi. Mais c'est une belle preuve effectivement de la violence parfois de ces grands groupes contre l'usage que les agriculteurs peuvent faire de leurs récoltes pour eux-mêmes. Alors, vous voyez donc, bon, voilà pourquoi je parle de crise du libre accès aux ressources génétiques. Alors, la grande solution qui a été trouvée, c'est que, évidemment, tout un tas d'acteurs, que ce soit les acteurs des pays du Sud, que ce soit les militants écolos, bio, anti-réglementation de semences, il y a une multitude d'acteurs qui se battent contre toutes ces réglementations semencières. Certains sont très experts, autant qu'un chercheur, sur toutes ces réglementations. Ils ne racontent pas forcément n'importe quoi. Certains ont parfois des abus de langage, mais il y a vraiment beaucoup de compétences. Et donc, tout ceci a créé des débats très forts sur l'injustice du brevet et le fameux mot marchandisation du vivant que le brevet entraîne, et les injustices et le manque d'éthique que tout cela suscite. Et donc, ces débats ont abouti à une grande rupture en 1992, au moment du sommet de Rio, la Convention sur la diversité biologique. On a dit effectivement, bah oui, l'accès libre, le libre accès aux ressources génétiques, c'est comme les res nullius dans le droit romain. C'est le premier occupant, c'est-à-dire c'est le premier qui réussit à déposer un brevet, qui devient propriétaire de la ressource et qui oblitère tous les droits des autres usagers. Les autres usagers, bah, c'est éventuellement les petits sélectionneurs qui ne fonctionnent pas par brevet, et ce sont les agriculteurs, ce sont les citoyens qui s'emparent de ceci. Donc l'idée, ça a été d'ouvrir des négociations dès 1987 en vue de la préparation du sommet de Rio. Des négociations sont faites entre les pays du Sud et les pays du Nord et qui aboutissent à la Convention sur la diversité biologique, qui est l'enterrement du libre accès, puisque la Convention sur la diversité biologique affirme deux principes très forts: la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques, donc par conséquent la nécessité de négocier des droits d'accès à leurs ressources génétiques, droit d'accès qui fonctionne donc sur ce qu'on appelle les mécanismes APA. Accès aux ressources génétiques doit être conditionné à des contrats de partage des avantages qui découleront de la mise en valeur de ces ressources génétiques. Donc ce que substitue la Convention sur la diversité biologique au libre accès, puis le protocole de Nagoya, c'est en fait ce que j'appelle ici non, je ne l'ai pas mis sur ma diapositive, un régime contractuel marchand à la place du régime de libre accès. Et pourquoi? Précisément parce qu'on considère que la relation contractuelle sera éthiquement génératrice de plus de justice que le libre accès. Donc ça, c'est un tournant capital. Il aurait fallu que je le détaille beaucoup plus, mais je zappe l'enterrement pour pouvoir discuter plus longuement la troisième partie, si j'ai encore le temps. Oui? Oui. 5 minutes, ça va pas être facile. Bon, je comprends. Bon, alors, pour aller très vite, vous avez compris, crise du libre accès, solution régime marchand contractuel, et le régime marchand contractuel, finalement, génère tellement de problèmes qu'il n'est pas satisfaisant. Le premier problème que génère le protocole de Nagoya aujourd'hui, donc ce régime marchand contractuel, c'est qu'il oblige à chaque échange de ressources génétiques d'établir un contrat, donc une négociation, donc des tractations, et parfois avec des services administratifs des pays du Sud qui n'ont rien de partenaires scientifiques, qui ne comprennent pas l'enjeu véritablement de l'échange et qui se comportent souvent comme des gatekeepers pour dire la vérité. Donc tout ceci fait qu'il y a tout un tas d'acteurs, à la fois professionnels évidemment, mais aussi de chercheurs qui se questionnent comme moi, qui essayent de réfléchir à où on en est aujourd'hui dans la complexité de ces chevauchements, de ces différents régimes d'accès, de propriété intellectuelle, et est-ce que la théorie des commons de Elinor Ostrom nous aide à quoi que ce soit à penser le problème des ressources génétiques comme un commons. Alors,
ça, c'est le centre de nos réflexions. Je vais le mener en prenant quelques exemples et on discutera plus longuement après. La première expérience de ce type, c'est le TIRPA, excusez-moi l'acronyme, Traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, c'est-à-dire c'est le descendant de mon engagement international de la FAO de 1983. Il est signé en 2001, donc après le sommet de Rio de 1992, donc après ce régime contractuel. Et quelle est la grande tentative du TIRPA? Eh bien, c'est de réinstituer non pas le libre-échange, parce que politiquement, c'est plus possible après la Convention sur la diversité biologique, mais c'est un régime de mutualisation des ressources génétiques. On essaye de remutualiser sur le multilatéralisme onusien que je présentais dès 1945, de manière à ce que les ressources génétiques agricoles circulent plus facilement. La question, c'est est-ce que c'est un Global Commons? Alors, oui, si on observe un certain nombre des règles de réciprocité, de participation et aussi de règles de compensation des dépôts de droits de propriété intellectuelle par COV ou brevets sur les ressources issues du système multilatéral de ce traité, et qu'on compare ces règles de fonctionnement du système multilatéral aux grandes règles définies par Elinor Ostrom dans Governing the Commons, on peut dire effectivement, oui, il y a des principes à rapprocher, je n'ai pas le temps de les prendre un par un, je vous demande de me croire. Moi, la critique que j'amène à ce type de propos, c'est que c'est quand même un peu léger. C'est un peu léger, il ne suffit pas de rapprocher les règles édictées par Ostrom aux règles d'une convention internationale pour dire que ça forme un commons. Et pourquoi? Bien, principalement parce que, comme vous le savez, sans doute, enfin je le préjuge, dans les commons, tout dépend de la ressource qui est l'objet du commons. Et on peut distinguer deux grands types de ressources, des ressources matérielles et des ressources immatérielles. Et Ostrom et tous les chercheurs de l'école de Bloomington ont d'abord travaillé sur des ressources naturelles matérielles, les ressources halieutiques, les nappes phréatiques, les systèmes d'irrigation, j'en passe, le pâturage. Et c'est à partir de la matrice bien connue des travaux de Samuelson dans les années 50 sur les biens publics que Ostrom réfléchit. Alors cette matrice, vous savez, elle distingue la nature des biens selon deux entrées, la rivalité et l'exclusion d'un bien. La rivalité, ça veut dire quoi? Une pomme, si vous la mangez, plus personne ne peut la consommer à votre place. Donc la rivalité, ça consiste à caractériser le fait qu'un bien s'use ou non selon son usage. Une pomme s'use, un article de journal ne s'use pas. Donc rivalité forte ou rivalité faible. Et l'exclusion, l'excluabilité facile ou difficile, il y a certains biens, il est facile d'exclure autrui de sa jouissance. Votre maison, vous l'avez fermée à clé sans doute ce matin, comme ça personne ne peut l'utiliser. Donc c'est facilement privatif. Si vous êtes un pêcheur et que vous êtes sur une zone de ressources halieutiques, vous ne pouvez pas faire la même chose, évidemment. Donc ce tableau à double entrée est très utilisé par tous les économistes, et Elinor Ostrom, en tant qu'économiste classique, le reprend, pour dire que finalement, il y a deux autres cases que cette matrice à double entrée fait apparaître, la case des biens collectifs et la case des biens clubs. Et ce sur quoi travaille historiquement Elinor Ostrom et ses collègues, c'est bien la case des biens collectifs, c'est-à-dire quand les biens ont une rivalité forte, mais une excluabilité difficile, l'exemple typique, les pâturages. Et Ostrom dit quoi? Eh bien, pour ce type de biens, la propriété collective peut être beaucoup plus rationnelle et optimale que la propriété privée ou la propriété étatique. Et elle réfute ainsi l'article de Garrett Harding de 1969 qui prédit que ce type de biens sont loués à la surexploitation. Donc l'importance, elle a été prix Nobel d'économie pas pour rien, l'importance c'est que finalement elle montre comment à l'intérieur de la théorie classique économique d'un homo economicus rationnel, il peut y avoir des systèmes incitatifs qui contredisent l'individualisme, la propriété privée, et favorisent l'action collective. Donc c'est pour ça que son travail est si important. Alors, si on applique cette grille à nos ressources génétiques, la question qui va se poser, c'est où est-ce qu'on va mettre nos ressources génétiques? Du côté des ressources génétiques matérielles ou informationnelles? J'accélère un petit peu. De toute évidence, nos ressources génétiques, j'ai ressorti ici des tiroirs de banque de graines, elles ont la double identité. Ce sont à la fois des ressources matérielles et des ressources informationnelles.
Et donc la question, c'est de savoir comment le TIRPA les traite. Est-ce que les règles du TIRPA traitent nos ressources comme des ressources matérielles et des ressources ou des ressources immatérielles? Je reprends les 3 règles que j'ai affichées tout à l'heure, et là aussi, je vais très vite, je vous demande de me croire. Incontestablement, le fonctionnement du TIRPA constitue, si on doit le rapprocher de la théorie des commons, un commun de la connaissance, et non pas un commun sur une ressource matérielle, une ressource naturelle. Alors ça me permet d'adresser 3 critiques majeures à ce type de fonctionnement. C'est que le caractère rival des ressources génétiques est complètement ignoré dans le cadre de ce traité international. C'est-à-dire que ce traité international, son problème, ce n'est pas l'érosion des ressources génétiques en tant que ressources matérielles. Son problème, c'est la diffusion des ressources génétiques en termes de ressources informationnelles. Donc du coup, le fait que les utilisateurs du système multilatéral de ce traité utilisent les ressources génétiques pour faire des variétés améliorées, voire des OGM, qui sont des facteurs d'érosion de la biodiversité, n'est pas du tout un problème du Commons. Et c'est un grand manque parce que c'est une réalité de l'érosion génétique dans le champ des agriculteurs. La deuxième critique importante que j'adresse, c'est que les agriculteurs, si on observe le fonctionnement du commun, ne sont pas du tout inclus dans le commun, ne sont pas du tout inclus dans les fonctionnements. Il y a des vagues règles de partage des avantages, c'est un fonds de partage sur lequel je ne peux pas rentrer, mais on peut dire que le fonctionnement du commons, il est complètement dirigé vers les utilisateurs scientifiques et industriels et pas du tout vers les fournisseurs initiaux de la ressource génétique, mes premières variétés de pays dont je parlais dans la première partie. Et puis, enfin, dernière critique importante, ce que met en place le TIRPA, ce régime mutualisant les ressources génétiques, si on le compare au régime marchand contractuel proposé par la Nagoya, eh bien, on arrive à la conclusion douloureuse que le soi-disant commons génère moins de justice que le régime marchand contractuel. Ça, j'imagine que dans l'ambivalence du système, c'est quelque chose qui vous intéressera au vu de l'introduction que vous avez faite. Voilà, alors j'aurais voulu parler d'autres commons qui sont organisés par des acteurs privés ou des consortiums publics-privés pour, avec les outils de la génomique, séquencer à haut débit différents génomes d'espèces, de variétés, etc., jusqu'à arriver à un projet comme le DIFSIC qui se propose d'être un double du TIRPA, un double numérique du TIRPA, qui propose à leurs utilisateurs d'accéder à la diversité génétique mondiale, comme le montre la page d'accueil du site, derrière l'écran d'ordinateur, via la transformation des ressources génétiques en ressources génétiques digitalisées sous forme de séquences d'ADN dans des grosses bases de données. Et ces gens-là mobilisent aussi le vocabulaire des commons pour dire qu'ils produisent finalement du bien public à travers leurs institutions. Alors là aussi, je crois qu'il faut garder raison, et je m'appuie notamment sur Stephen Hill Gardner dans un article sur la biologie synthétique, et qui dit il y a une philosophie de l'open data, de l'open access dans toutes ces nouvelles sciences, par rapport auquel il ne faut pas être naïf. Il ne s'agit pas pour ces grands acteurs qui peuvent être Amazon en tant qu'hébergeur, qui peuvent être les grandes firmes de biotechnologie dont j'ai parlé. Ce n'est pas une philosophie altruiste. Hein, il se présente comme produisant des commons, du bien public, de l'accès ouvert, mais Hill Gardner souligne très bien qu'il faut comprendre ces stratégies en fonction de leurs perspectives futures technologiques. Et on le voyait très bien dans le cas du programme de séquençage du génome humain, les stratégies d'appropriation de la ressource, ou au contraire de la mise à disposition en accès libre de la ressource, dépend complètement de la position de l'acteur dans la chaîne de valorisation de ces ressources. Et donc Hill Gardner souligne que, effectivement, c'est en fonction de la représentation future des gains technologiques que les industriels aujourd'hui promeuvent l'open data, l'open source aux grandes bases de données génétiques, au big data de la génomique, mais c'est pour, une fois arrivé à un stade d'innovation, retourner au cas classique de la brevetabilité des innovations qui seront issues de tout ça, et notamment par brevet. Voilà. Dernier point que je voulais aborder. Au contraire de tout ce que je viens de vous montrer, des commons institutionnels comme le TIRPA, des commons scientifiques et industriels sur les bases de données de la génomique,
on a d'autres types d'acteurs, agricoles, paysans, militants souvent, qui considèrent que finalement leurs ressources génétiques sont un patrimoine commun, mais ils ne veulent plus utiliser ce vocabulaire du libre accès du patrimoine commun. Et en France, par exemple, le réseau de semences paysannes s'intéresse beaucoup à la théorie des commons pour dire nous devons être les gestionnaires de cette biodiversité dans les champs, nous devons sortir du système industriel et à nouveau produire nos semences, sélectionner des types variétaux particuliers, etc., etc. Alors, quand on observe la littérature mondiale, pour sortir de l'exemple de RSP dont je vais reparler 2 secondes, souvent on dit que ces systèmes semenciers traditionnels sont faits pour remplir ces 4 fonctions. Produire des semences, sélectionner des types variétaux, la sécurité alimentaire. Et quand on observe les échanges de variétés de ces systèmes, finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de règles collectives. Il n'y a pas besoin de règles collectives pour faire ceci et que chaque foyer sélectionne à peu près comme il l'entend et qu'on n'est donc pas dans le cadre d'un commons, tout simplement parce que la variété et la diversité génétique qu'elle renferme n'est pas perçue par ces communautés rurales comme une ressource rivale, c'est-à-dire comme une ressource qui subit une érosion génétique. Ce n'est pas le vécu des paysans dans la plupart des pays en développement sur lesquels je travaille en tout cas. Et vous avez ici un article de Lone Bats 2 qui fait une analyse très fine des échanges semenciers de maïs au Mexique dans l'Oaxaca, donc une zone très traditionnelle de culture du maïs. Et elle constate, comme ce que je constate moi au Vietnam, qu'il n'y a pas d'organisation collective parmi ces communautés rurales afin de gérer la ressource génétique comme un commons. Ce n'est donc pas des communs au sens d'Elinor Ostrom, des communs institutionnalisés. Alors, pour qu'il y ait commun, il faudrait que ces communautés paysannes aient une vision de la diversité génétique que renferment leurs variétés traditionnelles et qu'elles le perçoivent comme un bien rival qui nécessiterait des actions collectives entre les agriculteurs en vue de gérer cette ressource comme un commons au sens plein d'Elinor Ostrom. Alors, ce que je viens de dire est aussi faux parce que, en même temps, il y a plein d'acteurs et dans le Sud et dans nos pays, qui sont tout à fait conscients de cela, différemment sans doute que mon discours, et qui n'ont pas attendu la parole des scientifiques pour s'organiser collectivement, pour gérer collectivement les variétés traditionnelles. Vous voyez ici le petit logo, bien entendu, du petit bonhomme de Cocopelli, mais il y en a plein d'autres, Arche de Noah en Autriche, Rete Semi Rurali en Italie, le Open Source Seed Initiative aux États-Unis, le réseau Semences Paysannes en France, et dans les pays du Sud, Massipag aux Philippines, Searize dans toute l'Asie du Sud-Est, et puis enfin Navdanya, qui est l'ONG de Vandana Shiva, qui vise à organiser les paysans collectivement, en communauté, pour sauvegarder la biodiversité cultivée contre, pour reprendre leur vocabulaire, le régime mortifère de la ressource génétique de nos systèmes industriels et scientifiques. Il s'agit pour eux de refaire vivre la biodiversité en se passant de tous ces systèmes réglementaires. Et donc, quand on observe ces communautés, elles se disent gardiens de la ressource commune, elles se disent s'organiser en propriété collective contre la privatisation des ressources, et elles se disent aussi, le plus souvent, c'est le cas du réseau Semences Paysannes, en rupture avec l'idée de patrimoine commun de l'humanité, qui est une supercherie, une spoliation de leurs ressources, et elles militent donc vers la reconnaissance de leur action pour la conservation de la biodiversité. Alors, je passe là-dessus, c'était pour détailler un peu plus ce que fait le réseau Semences Paysannes. Ma conclusion générale, c'est que la grosse différence entre les commons scientifiques et techniques sur les big data et l'action de ces communautés rurales, c'est que les premiers agissent sur une ressource génétique pensée comme ressource informationnelle, et donc leur action vise le libre accès plutôt qu'à limiter l'accès, alors que ces communautés ont plutôt tendance à vouloir réglementer l'accès aux ressources génétiques qu'elles gèrent localement. Et elles rencontrent un problème que les premiers ne rencontrent pas, c'est que du coup, elles s'opposent à l'ordre public du libre accès, qui est encore bien vivant dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et donc tout le travail pour reconnaître le rôle de ces communautés, mais c'est un travail de dialogue entre elles et les pouvoirs publics, et là j'ai listé tous les écueils que l'on rencontre pour réussir à faire cela.
Nous sommes dans des belles démocraties et l'actualité doit nous en convaincre encore plus. Et donc ce travail de dialogue, il est amorcé dans des pays comme la France. Il y a un vrai travail de discussion au sein du ministère de l'Environnement avec certaines directions du ministère de l'Agriculture pour reconnaître le rôle de gestionnaire de ces communautés dans la gestion de la biodiversité. Mais les pas à franchir et les écueils, surtout que vous voyez ici, sont encore grands. Mais je dirais que ce qui bouge un petit peu ces dernières années, ce sera ma dernière phrase, c'est que le régime très centralisé des banques de gènes détenues par l'État et un couple État-profession est toujours bien vivant, toujours très dominant, mais on commence à avoir un modèle multi-acteur polycentrique qui commence à émerger un petit peu, et c'est là sans doute que la théorie des commons est infiniment plus productive que ce qu'on connaît dans la gestion centralisée. C'est qu'en théorie, les commons permettent d'intégrer ce côté multi-acteur dans la gestion de la ressource, et pardonnez-moi d'avoir été si long. Merci.